Bien, bonjour et bienvenue à tous ici, salle du Cassieux. Et quel plaisir de se retrouver après 2 années de crise sanitaire. Et puis c'est la première fois que l'équipe élue en 2020 a l'honneur de vous présenter ses vœux. Alors cette cérémonie est une institution à Lège-Cap-Ferré comme dans de nombreuses communes du bassin d'Arcachon. C'est un rendez-vous essentiel pour notre vie communale et cela nous permet de faire à la fois le bilan de notre action et d'évoquer les projets et les perspectives de l'année qui vient. Et enfin, c'est un moment de convivialité et d'échange. Alors permettez-moi tout d'abord de saluer Ronan Léostic, le sous-préfet de l'arrondissement d'Arcachon. Merci. Merci, monsieur le sous-préfet, pour votre présence. Merci pour votre soutien dans de nombreux dossiers, et certains seront évoqués ce matin. Alors certes, la ville et l'État ne sont pas toujours d'accord. Mais vous êtes un partenaire à la fois indispensable et toujours constructif. Saluez bien évidemment les élus du territoire. Florence Lassarade, sénatrice de la Gironde, Nathalie Leyon, maire d'Audange et conseillère régionale, Marie Larue, maire de Lenton, conseillère départementale et présidente du Cibarval, Cédric Pin, maire de Mios, conseiller départemental et président du parc marin, Bruno Lafont, maire de Biganos et président de la Cauban, Xavier Daney, notre voisin et ami, maire d'Arès, Jean-Yves Rosaza, maire d'Andernos, Manuel Martinez, maire de Marcheprime. Merci de votre présence. Parce qu'être maire aujourd'hui, c'est difficile, très chronophage. Être maire aujourd'hui, c'est avoir un pied dans sa commune et un pied dans les différentes intercommunalités. Et c'est très, très chronophage. Et cet équilibre entre commune et intercommunalité est fragile, mais indispensable, car beaucoup de décisions qui engagent notre avenir commun se prennent désormais collectivement. Alors, je voudrais saluer, avec un clin d'œil amical, Michel Samarcelli. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Je suis heureux, Michel. Nous sommes heureux de poursuivre l'engagement que tu as mis pour la commune que tu aimes, pour cette presqu'île, pendant 25 ans. Merci. Je voudrais saluer également les forces de secours et de sécurité et appeler le capitaine Schneider à nous rejoindre sur scène. Mon capitaine. Le capitaine Schneider est le chef du centre Arès-Lège.
Nous évoquerons les problèmes d'incendie tout à l'heure. Mais je crois qu'on peut d'ores et déjà saluer le courage, le dévouement des sapeurs-pompiers professionnels, mais également volontaires, de Lège-Cap-Ferré-Arès, bien sûr, de la Gironde également, et au-delà, puisque sur les incendies qui nous ont touchés cruellement, nous avons eu les renforts de toute la France et également de l'étranger. Je crois qu'on peut les saluer par une salve d'applaudissements. Saluer la gendarmerie nationale, représentée ce matin par le capitaine Grenier, qui est le commandant second de la compagnie, et le major Linares, qui commande la communauté de brigade Arès-Lège-Cap-Ferré. Saluer également la gendarmerie maritime. Alors, messieurs, mesdames de la gendarmerie, merci pour votre appui au quotidien, bien sûr, et tout particulièrement dans les crises que nous avons connues cette année. Merci pour votre coopération avec notre police municipale, que je salue, pour son engagement autour de son directeur, Brice Jimenez. Saluer les marins du sémaphore, et notamment le premier maître Penet. Saluer les gars en orange, la SNSM. Bravo pour votre bénévolat. Ils accomplissent une mission régalienne de l'État de façon bénévole. Chapeau. Merci à la réserve communale, Alain Ignace et toute ton équipe. Cette année, vous avez œuvré pour l'intérêt général et pour la défense des intérêts particuliers. Saluer également Philippe Fougeras, qui est le responsable de l'unité territoriale de l'ONF. Merci Philippe pour votre mobilisation, à la fois dans la prévention des incendies, et Dieu sait si nous avons été préoccupés cet été, mais aussi pour la préservation de ce joyau qu'est la forêt sur la commune de Lège-Cap-Ferré. Je voudrais saluer le docteur Serfontaine, qui est la responsable du pôle médical de l'ARS. Nous avons beaucoup travaillé avec elle, à la fois pour le Covid et pour la problématique des urgences d'ARS. Saluer également la directrice générale des services de la Coban, la directrice générale du CIBA et sa collaboratrice Isabelle Laban. Saluer les professionnels de la mer, et tout particulièrement ceux de l'ostréiculture. Olivier Laban, président du comité régional de conchyliculture. Mesdames et messieurs, les métiers de la mer font partie de notre ADN. Et ce sont les ostréiculteurs et l'ostréiculture qui ont façonné les paysages de notre beau bassin d'Arcachon. Je voudrais également saluer la directrice du foyer Alice Giroux. Et pour moi, c'est très important. Cet établissement au cœur du bourg de Lège qui accueille des personnes en situation de handicap et avec qui nous avons fait un superbe téléthon cette année. Merci. Saluer également les présidents et représentants de nos associations et des clubs sportifs. Mesdames et messieurs, grâce à leur engagement, ils touchent plus de 5000 personnes sur notre commune. Et nous avons 5000 adhérents dans nos associations. De tous les âges, de tous les villages. Et
ils leur font pratiquer un loisir, un sport, un hobby. Vous êtes le cœur de notre commune, alors ne lâchez rien. Saluez également les membres de notre démocratie participative, que ce soit les membres de conseils de village, du réservoir d'idées, du comité de suivi des associations ou le CMJ. Ce sont des citoyens qui s'engagent, qui, pour certains, découvrent l'action publique. Et le partage des idées permet d'améliorer la vie de la commune. Saluer les acteurs économiques, commerçants, artisans, entrepreneurs, professions libérales. Sachez que la commune est active et dynamique et que nous nous battrons pour qu'elle le reste. Saluer enfin nos agents municipaux. C'est grâce à eux que nous sommes ici. Ils ont monté cette salle. Ils travaillent à nos côtés, jour après jour, pour l'intérêt de notre population. Un petit clin d'œil, bien évidemment, à l'école de musique qui vous a accueillis, sous la direction de Julien Michel, et puis vous dire à toutes et à tous, bienvenue ce matin, ici même. Alors, comment cela va se passer cette matinée ? Eh bien, dans quelques instants, je laisserai la parole à Laetitia Guignard, ma première adjointe. Ensuite, il y aura un temps d'échange avec une journaliste, Élise Comarteau, et puis on vous invitera à partager le verre de l'amitié et puis un temps d'échange. Voilà, je passe de suite la parole à Laetitia. Mesdames, Messieurs, pour la première fois depuis notre élection, et comme le veut la tradition, je vais pouvoir présenter mes vœux à Monsieur le maire dans cette grande salle du Cassieux avec vous tous. Cher Philippe, c'est entouré de toute l'équipe municipale et des membres du conseil municipal des jeunes que j'ai souhaité le faire, parce qu'après l'année que nous avons traversée, il me semblait naturel qu'on soit tous soudés et unis pour ce rituel. En janvier 2022, à l'occasion de la cérémonie des vœux, nous étions loin d'imaginer qu'après 2 années de crise sanitaire, nous serions confrontés à une telle actualité. Une actualité ponctuée de situations totalement inédites. Ton absence pour raison de santé. La guerre en Ukraine et son corollaire, la crise énergétique. Un été en enfer, marqué par le cauchemar des incendies, et tu en reparleras de façon beaucoup plus détaillée tout à l'heure. Si nous avons été au rendez-vous, c'est grâce à la mobilisation de tous, élus, agents, services de l'État, qui se sont solidairement impliqués pour gérer les priorités, pour faire avancer les dossiers courants de la municipalité, je dirais pour garder le cap, au sens propre comme au sens figuré. Alors merci à toutes et tous pour cette belle synergie que nous avons réussi à mettre en place tous ensemble. La réussite d'un projet de développement social et d'aménagement du territoire comme le nôtre tient certes à ses qualités intrinsèques, à l'engagement de toute l'équipe municipale, mais aussi et surtout à la participation de ses habitants, à la prise en compte de leurs intérêts et de leurs préoccupations et de leurs propositions. Oui, la preuve est faite que l'intelligence collective reste le fil rouge de l'identité de l'Ège Cap-Ferré. Merci à toutes celles et ceux qui se sont impliqués à nos côtés en apportant leur expertise, en proposant des solutions innovantes et inspirantes pour notre commune. Le fruit de ce travail collectif va faire l'objet de la présentation qui suit. Ce sera l'occasion pour chaque élu de rendre compte d'actions concrètes,
de réalisations exemplaires et aussi des engagements que nous avons tenus. Sachez que pour les 2/3 de nouveaux élus que nous sommes, nous avons découvert que l'action publique est un chemin exigeant et que l'engagement au service de nos concitoyens est aussi et surtout une aventure humaine assez exceptionnelle, dans la mesure où elle nous invite à questionner les valeurs que nous partageons, à cultiver le sens de la loyauté, à pratiquer l'humilité. C'est fort de toutes ces expériences plurielles que nous abordons l'année 2023 avec confiance et détermination, tous embarqués à tes côtés, Philippe, pour poursuivre nos engagements de campagne et faire avancer très concrètement les projets qui ont déjà été engagés. De votre côté, vous pouvez compter sur nous pour travailler la construction d'un avenir qui vous ressemble, à la fois respectueux de notre histoire, de nos traditions, mais suffisamment agile pour pouvoir s'adapter aux enjeux de demain. Rêver le territoire, c'est partager la vision de tous ces possibles. C'est imaginer un futur qui donnera la priorité aux initiatives solidaires, écologiquement responsables. Solidaires et écologiquement responsables, c'est l'essence même de notre action municipale, le gage d'un futur où nos jeunes générations pourront continuer à butiner dans les grappes de mimosa, à marcher pieds nus sur le grépin, à s'enivrer des effluves de varech dans la transparence des matins d'été. Monsieur le maire, Philippe, avec toute l'équipe municipale qui m'accompagne, nous te présentons, ainsi qu'à tes proches, tous nos vœux de bonheur. Que 2023 t'apporte la santé, qu'elle t'apporte de la joie et qu'elle te permette de déployer des projets personnels et professionnels qui te tiennent à cœur, au service de la commune et de nos habitants. Belle et heureuse année à tous. Alors bonjour Monsieur le maire et très bonne année de ma part aussi. Vous m'avez présenté donc tout à l'heure, je suis journaliste et je vais pouvoir vous poser toutes les questions qui nous intéressent. Bonjour à tous aussi, merci beaucoup d'être là ce matin pour cette cérémonie de vœux. Donc après cette introduction, on va pouvoir faire ensemble plus précisément le bilan 2022 et voir ce qui va se passer en 2023. Pour cela, on a prévu 3 parties ensemble dans la préparation. L'une sur toutes les pressions que vous avez sur votre territoire. La deuxième sur la façon de préserver votre environnement exceptionnel. Vous le voyez tout à l'heure sur les images, votre presqu'île. Et puis la dernière sur le cadre de vie, votre cadre de vie à tous. Comment le garder préservé, apaisé et convivial. Je sais que vous y tenez aussi au convivial, monsieur le maire. Alors pour cela, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble des interviews qu'on a fait, des adjoints et des conseillers délégués avec chaque bilan 2022, et ensuite de revenir avec vous pour faire le point sur les projets 2023. Je ne vous passe pas la parole, je continue. Et on commence tout de suite donc avec notre première partie, aménager un territoire sous forte pression. Et puis tout de suite, on va pouvoir donc regarder le premier bilan de cette cérémonie. Que s'est-il passé concrètement concernant l'habitat de Lège-Cap-Ferré? On est avec Gabriel Marly. 2022 aura été la poursuite de notre politique habitat et logement. Une politique inédite, exigeante et totalement innovante pour la commune. L'objectif est clair. Trouver des logements pour répondre à la demande des jeunes actifs, enfants du pays, des logements locatifs aidés et des logements abordables à acquérir ou à construire. Notre stratégie foncière et immobilière nous a permis de sélectionner plus de 13 000 m² qui sont maintenant disponibles.
3 emplacements en priorité ont été choisis sur Lège et seront accompagnés par un opérateur unique qui a été choisi sur concours. Pour les logements saisonniers, l'expérience réussie cet été au Sable d'Or a permis de loger plus de 80 personnes sur un site d'aire d'accueil. Nous devons conforter l'année prochaine cette démarche. C'est un service rendu à la collectivité en haute saison. Et enfin, dans nos services, nous avons en cours un travail très important sur la planification de notre commune. 2 documents officiels, un SCOT, schéma de cohérence territoriale à l'échelle de l'intercommunalité, et un PLU, plan local d'urbanisme. Et 2 études structurantes, une étude ADS, quels aménagements durables voulons-nous pour les décennies à venir, et une étude mobilité, quels aménagements voulons-nous pour limiter et organiser les flux de mouvement chez nous tout au long de l'année. Commencer par le logement, c'est très important pour vous, c'est pas anodin. Quel est donc le défi pour votre commune concernant ce sujet? Oui, Élise, c'est un véritable défi. C'est un défi pour Lège-Cap-Ferré, comme c'est un défi pour de nombreuses communes littorales. Alors d'abord, un constat. Bien, tout d'abord, on a un prix du foncier qui flambe. Et aujourd'hui, si vous prenez une famille de 4 personnes, 2 enfants et 2 adultes, avec 2 salaires médians, ils sont aujourd'hui dans l'incapacité d'acheter un logement. Et la stratégie foncière et immobilière que nous avons mise en œuvre vise à réparer ce que je considère comme être une injustice. Alors qu'allons-nous faire? Eh bien, nous sommes en train d'acquérir du foncier. On en a déjà et on est en train d'en acquérir davantage. Tout ça pour le louer. Nous allons dissocier le prix du foncier du prix du bâti, de façon à louer les terrains, et celles et ceux qui ont 2 salaires médians pourront enfin construire le logement de leur rêve sur ce terrain loué. Et après, donc, il y a la question des logements sociaux, des logements des saisonniers, et puis vous vouliez nous parler du terrain des Grépins, plus particulièrement. Alors, les logements sociaux, bien évidemment, sur la 50aine de logements que nous allons construire, nous allons aménager, et il y en a 23 pour l'accession à la propriété et 27 pour les logements sociaux. Et de surcroît, dans 2 lotissements, nous allons créer une dizaine de logements sociaux supplémentaires. Parallèlement à cela, il y a la problématique des logements saisonniers. Nous n'arrivons plus, nos entreprises n'arrivent plus à trouver des salariés l'été parce que le logement soit est impossible à trouver, soit est trop onéreux. Donc nous avons, et je vous serai salué, monsieur le sous-préfet, pour votre aide active que vous nous avez portée sur ce dossier l'année dernière. Nous avons fait un essai et nous avons réussi à loger, comme l'a dit Gabriel, à peu près 80 saisonniers tout au long de l'été sur les Sables d'Or. Vous continuerez en 2023? Nous continuerons en 2023 avec les services de l'État et nous allons améliorer les choses parce que bien évidemment c'était un essai qui est perfectible. Nous allons perfectionner cet essai de façon à proposer aux entreprises, aux restaurateurs de l'été de pouvoir loger leurs saisonniers sur le Cap-Ferré et sur la presqu'île en général. Et pour le terrain des Grépins, du coup? Alors le terrain des Grépins, c'est un vrai sujet. Le terrain des Grépins, c'est un terrain qui fait 9300 mètres carrés au Cap-Ferré. Nous ne pouvons pas laisser partir ce terrain à un promoteur. Nous ne pouvons pas laisser partir ce terrain à un promoteur. Et nous voulons faire sur ce terrain des logements sociaux, des logements de relocalisation, parce que nous sommes sur une presqu'île à risque, avec des phénomènes d'érosion, de submersion marine. Donc il faut envisager la relocalisation. Et puis, et j'y tiens beaucoup, un partenariat public-privé sur ce terrain, en sollicitant les entreprises qui ont besoin de logements pour leurs salariés et en partenariat avec eux, toujours en gardant la maîtrise du foncier, leur proposer de loger leurs salariés. Très bien, ça nous fait une très bonne liaison vers le tourisme qui est notre deuxième partie. On va regarder tout de suite le bilan de Véronique Germain.
Après 2 saisons marquées par le Covid, nous avons été pleinement touchés par les incendies et une période très anxiogène. La ville et l'Office du tourisme ont su informer et rassurer aussi bien les habitants que les visiteurs et bien sûr les professionnels. Malgré ça, on se retrouve avec une fréquentation standard qui est tout à fait en cohérence avec les périodes avant Covid. À Lège Cap Ferret, nous sommes une station bien sûr touristique, c'est dans notre ADN. Par contre, nous lançons une étude d'aménagement durable des stations afin d'avoir une étude plus précise sur l'avenir et préparer l'avenir dans une large concertation. Le tourisme à Lège Cap Ferret, il doit être respectueux de notre identité et de nos valeurs. Face à une fréquentation bien souvent très forte en juillet-août, on ne va pas se cacher qu'on a tous envie d'avoir des moments d'intimité et de profiter d'une période plus calme pour savourer le bien-vivre à Lège Cap Ferret. Donc justement, ce qui était important pour vous, c'est la question du tourisme des 4 saisons. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors d'abord, comme l'a dit Véronique, Lège Cap Ferret, c'est une station touristique de tout temps. C'est notre première activité économique, il faut bien le comprendre. Mais nous voulons un tourisme respectueux de notre identité, de nos valeurs et de notre environnement. Et nous ne voulons pas, même si c'est agréable pour nos amis qui viennent nous rejoindre quelques jours dans l'année, nous ne voulons pas aménager des structures au détriment des habitants à l'année. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avec un tourisme très très fort en période estivale, eh bien on se rend compte que les acteurs de ce tourisme ont envie de souffler un petit peu pendant la période hivernale. Alors en 2023, vous allez réaliser des études sur 3 sites tests. Quels sont les sites et quelles sont les études ? Alors nous avons lancé une étude qui s'appelle ADS, avec le GIP Littoral. C'est une étude qui, à titre personnel, me passionne. Je pense que c'est le vrai sens de notre engagement, en tout cas de mon engagement politique. Ça consiste à étudier la prospective à horizon 2040-2050 du positionnement de la commune de Lège Cap Ferret dans le domaine touristique et dans tous les domaines. Ça, c'est passionnant et nous avons un certain nombre de pistes. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette étude, nous allons faire des tests sur 3 secteurs. Claouet, qui semble être un nœud à la fois en termes de communication et de mobilité. Au Canon, là c'est tout l'inverse, c'est une ville traversante. Puis au Cap Ferret, et au regard de ces sites tests, nous pourrons avoir des éléments nous permettant de nous donner des directions pour cette étude ADS. Donc on attend les résultats des études à la fin de l'année 2023. On va passer à cette 3e partie. On ne peut pas parler de 2022 sans revenir évidemment sur les incendies de cet été. Vous l'avez tous les deux dit, vous et votre première adjointe, pendant le discours. On va regarder le bilan de Luc Arsenault. La problématique que nous avons rencontrée cette année, cet été, donc les incendies de forêt dramatiques, en parlant en partie l'incendie d'Arès, nous ont ouvert les yeux en disant nous avons des problèmes, même si 95% des obligations légales de débroussaillement ont été faites. Il faut continuer et on voit derrière nous donc effectivement que nous travaillons dessus. Il y a du déboisement, il y a du débroussaillement de façon à préparer nos habitats et à protéger nos habitats. Donc on travaille de concert avec nos partenaires institutionnels, donc le SDIS, l'ONF bien évidemment et la DFCI. Et nous appelons effectivement tous les particuliers à continuer cette mission-là que nous leur proposons, donc débroussailler chez soi de façon à ce que nous puissions protéger nos habitats sous la forêt. On ne s'est jamais rendu aussi bien compte cet été que votre territoire était fragile. Qu'est-ce que vous allez faire pour continuer à le protéger ? Alors c'est vrai, Élise, que nous sommes un territoire à risque, et tout particulièrement à risque d'incendie de forêt. Et d'ailleurs, à la plénière du département, j'ai interpellé Madame la préfète et Monsieur le président du département pour faire un focus sur le risque
d'incendie de forêt spécifique de la commune de Lèche-Cap-Ferré. Alors c'est vrai que nous avons vécu des incendies hors normes. Hors normes. 4 incendies hors normes. Et naturellement, et je salue mon collègue d'Arès, celui d'Arès tout près de chez nous, mais grâce à la rapidité d'action et à la présence de moyens aériens importants, nous avons pu circonscrire, ou le SDIS a pu circonscrire cet incendie, heureusement. Et bien sûr, je renouvelle l'hommage que j'ai fait aux sapeurs-pompiers. Alors, pardon. Non, allez-y, je vous en prie. Alors, quid de l'année 2023 ? Alors d'abord, nous avons décidé de nommer un conseiller municipal spécifiquement sur ce risque-là et sur le risque d'incendie en particulier. Et puis, je propose, et j'ai proposé à nos partenaires, le PASE. Alors, PASE, qu'est-ce que ça veut dire ? P-A-S-E. Prévenir. Prévenir dans le sens prévention. Alerter. Secourir et éventuellement évacuer. Prévenir. Eh bien, nous avons déjà commencé depuis 2 ans à faire appliquer les obligations légales de débroussaillement. Et je vous dis, mesdames et messieurs, la première année que certains ont reçu avec un recommandé le courrier leur signifiant cette obligation, ils l'ont mal pris. Ils l'ont mal vécu. Je pense que si nous refaisions ce courrier aujourd'hui, ils comprendraient très bien. Donc, débroussaillement. Mais également, je crois que ça, c'est un intérêt collectif et une volonté collective. Un code de bonne conduite. Si on vous demande de ne pas aller dans les massifs forestiers, n'allez pas dans les massifs forestiers. Ce n'est pas pour se faire plaisir qu'on vous demande de ne pas y aller. Je crois qu'il faut respecter aussi les alertes. Si on vous dit qu'il y a une alerte rouge, une alerte jaune, une alerte noire ou grenat, il faut les respecter. Ça, c'est pour la prévention. Alerter. Alors, j'aimerais que nous puissions avoir une alerte, une téléalerte généralisée sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous avons une téléalerte sur inscription, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre vous, mesdames et messieurs, sont inscrits et ils reçoivent la téléalerte. Moi, j'aimerais que nous puissions prévenir l'ensemble des smartphones du territoire si d'aventure il y avait une catastrophe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons travaillé avec le département et nous avons obtenu une subvention pour créer des bornes en forêt précisant les dangers. Vous allez passer devant la borne et automatiquement, on va vous dire, madame, monsieur, vous rentrez dans un massif forestier en alerte rouge, vous n'avez pas le droit d'y aller et c'est risqué. Parce que s'il y a un incendie et qu'on sait très bien qu'il y a des gens en vélo dans la forêt, ça va doubler les problématiques. Non seulement on ne pourra pas intervenir par moyen aérien, mais en plus on sera obligé d'aller chercher celles et ceux qui circulent sur les pistes cyclables. Je voudrais également surveiller notre forêt et avec des caméras thermiques, pouvoir soit par pylône, soit par drone, détecter le moindre départ d'incendie de forêt. Secourir enfin. Alors là, secourir, mon capitaine, c'est votre job. Moi, je ne sais pas faire. Mais on compte sur vous, on compte sur les moyens et vous pouvez compter sur nous, les conseillers départementaux ici présents, pour que nous vous donnions les moyens et les effectifs nécessaires et suffisants pour lutter contre d'éventuels incendies de forêt. Et puis le E, d'évacuer. Alors ça, je sais que ça ne fait pas plaisir. Mais je crois qu'avec les services de l'État, nous allons envisager un exercice d'évacuation et de sectorisation de notre presqu'île. Voilà un petit peu les décisions que je propose pour limiter les risques, même si on n'arrêtera pas le risque d'incendie de forêt, mais nous souhaitons le limiter autant que faire se peut. Je vois que les têtes acquiescent vos idées devant vous, donc j'imagine que vous êtes bien soutenus. Deuxième partie donc, de cette cérémonie, on va maintenant parler de comment préserver votre environnement exceptionnel. Et
c'est lié évidemment avec les incendies. Pour les actions environnementales menées par votre commune en 2022, on regarde Catherine Guilherme. Plus que jamais, la volonté de la commune est de préserver ces 10 villages sous la forêt. Pour cela, comme chaque année, nous avons planté 2000 arbres et arbustes au cœur des villages. Ce sont des essences locales adaptées au changement climatique, pins, chênes, arbousiers et ici, des tamaris face au bassin. Vous avez aussi été nombreux à venir chercher 2000 arbres et arbustes dans le cadre de la journée de l'arbre à Claoué pour les installer dans vos jardins et participer ainsi à la préservation de notre beau patrimoine paysager sous la forêt. La commune s'investit aussi dans la préservation durable de ces espaces naturels exceptionnels, comme ici en face les réservoirs de Piraillan, comme le canal des Étangs, le marais des Agassins, le lac de Bénédicte et les dunes du Cap-Ferré. En 2022, la commune a participé et a investi dans la reconstruction de la passerelle sur le canal des Étangs au niveau de la réserve naturelle des Prés-Salés. La commune s'est engagée en 2022 dans un plan de sobriété énergétique afin de réduire de 30% sa facture d'électricité. Pour cela, nous avons éteint les lumières, donc de minuit à 5 heures du matin. Et dans ce cadre-là, la commune s'est engagée dans l'obtention du label Réserve internationale des ciels étoilés, afin que vous, les habitants, vous puissiez enfin vous émerveiller devant la voûte céleste. Et c'était le cas hier soir, c'était magnifique pendant les répétitions. Un bilan très complet auquel vous tenez à cœur, votre première adjointe aussi, on en a reparlé ensemble. Vous vouliez, pour illustrer 2023, donner un exemple, c'est le cas de l'Horizon. Alors c'est vrai que nous sommes très attachés à cette ville sous la forêt, parce que nous voulons que l'homme puisse vivre au milieu de la nature. Alors nous sommes dans une démarche, comme l'a dit Catherine, de renaturation, de sobriété énergétique. Et là, concernant l'Horizon, nous sommes confrontés au problème du recul du trait de côte. Et par conséquent, nous sommes obligés, dans le cadre de la stratégie locale de gestion du trait de côte, de relocaliser notre poste de MNS et la gare du Petit Train. Ce petit train qui fait partie de notre patrimoine historique au Cap-Ferré. Alors nous allons à la fois reprofiler le côté dunaire de façon à être le plus nature possible. Et puis, avenue de l'Atlantique, nous allons également reprendre un certain nombre d'aménagements de façon à revenir le plus près possible des dunes et de la nature. C'est toujours ce qui a été aussi votre objectif et c'est en lien avec le point suivant, le littoral qui compte. On regarde ensemble le bilan de l'adjoint en charge du dossier, Jean Castagnède. En 2022, nous avons nettoyé des friches ostrécoles entre Claoué et le port de Piraillan. Nous avons nettoyé pratiquement 5 hectares. Nous avons travaillé avec les services de l'État, avec le parc marin, mais également avec le syndicat de la Côte-Nord-Roi et le CRC. Nous avons également, au niveau des affaires maritimes, investi dans des corps-morts à moindre impact pour préserver l'environnement. Nous avons investi dans 1500 corps-morts. Et bien sûr, nous travaillons quotidiennement dans les villages ostrécoles pour le bien vivre ensemble dans les villages, pour que les professionnels comme les non-professionnels puissent s'harmoniser dans ces si beaux villages. Alors, quelle collaboration vous prévoyez avec les métiers de la mer pour 2023 ? Alors, les projets 2023, c'est d'abord continuer le nettoyage des friches ostréicoles. Et je salue Olivier Laban, puisqu'il est un acteur essentiel avec le parc marin de cette ambition. Et j'invite celles et ceux qui aiment se baigner à l'herbe. L'année prochaine, normalement, vous aurez à gauche de la descente tout un espace renaturé qui satisfera l'ensemble des baigneurs. Les corps morts à moindre impact environnemental. Nous avons investi et nous allons investir 500 000 €
pour ce type de corps morts qui vont protéger la faune et la flore du bassin d'Arcachon. Et je voudrais saluer le parc marin, son président et les services de l'État, puisque c'est dans le cadre du plan de relance que nous allons avoir une subvention de 80% de ces 500 000 euros, c'est-à-dire 400 000 euros de subvention. Voilà. Ce n'est qu'un début. Et par la suite, nous aurons, dans les années futures, l'ensemble des corps morts plus respectueux de l'environnement, puisque nous sommes très attachés, avec le CIBA, à la protection de l'eau du bassin d'Arcachon. Puis le nouveau GEMA, c'est ça? Et puis le nouveau GEMA. Mes amis en orange qui sont là-bas. Ça veut dire quoi, GEMA? C'est le nom du bateau. Ils sont là en permanence pour sauver des vies. Ce sont des bénévoles, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, nous avons participé depuis 3 ou 4 ans à mettre de l'argent de côté pour financer le nouveau navire hauturier. Vous savez, un navire hauturier pour la SNSM, c'est plus d'1,5 million d'euros. Donc, ils ont besoin d'argent. Alors, on avait provisionné avec Michel Samarcelli 150 000 euros et chaque année, on prend sur le budget corps mort à peu près 63 000 euros. Donc, nous avons fait une petite cagnotte pour les aider à acheter ce bateau. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que pour accueillir ce nouveau bateau, qui doit être connecté en permanence, nous allons réaliser, et ce rapidement, parce que d'habitude, quand on fait construire un bateau, on attend toujours. Eh bien là, c'est l'inverse. Quand ils ont vu que le GEMA était un petit peu à bout de souffle, nous allons avoir vraisemblablement son remplaçant fin 2023, ou au 3e trimestre 2023. Donc nous allons construire un ponton pour l'accueillir, et nous allons construire également une cabane pour accueillir les sauveteurs en mer, puisque, Élise, quand vous avez passé 6 heures, 8 heures en mer, à sauver des vies, vous rentrez au port. Vous n'avez qu'une envie, c'est prendre une douche et boire un café avec les copains. Eh bien, nous allons leur proposer cette possibilité avec la construction d'une cabane au port de la Vigne. Une douche chaude, très important. Très bien, merci. On passe à la 3e et dernière partie donc, de ces vœux 2023. Comment proposer un cadre de vie préservé, apaisé et convivial? Donc, comment la mairie a travaillé sur la mobilité cette année? Voici quelques éléments de réponse avec vos élus en regard de Thierry Sens et Evelyne Dupuis. La mobilité douce, ça veut dire des voies vertes. Les voies vertes, vous en avez une. On a essayé de concilier le piéton avec le cycliste. On fait des voies vertes. On a essayé de commencer à relier les villages entre eux. On a des sols qui sont en béton ou en enrobé, et on a choisi, quand on pouvait le faire, ce nouveau produit, c'est pour ça qu'on est là, ce produit qui est absolument bio, fait sans liant hydrocarboné, avec un liant bio. Voilà. Alors on a fait 3,5 km cette année de voies vertes, et qu'on va continuer à en faire. Afin d'apaiser et de sécuriser les déplacements, la vitesse a été harmonisée en juillet dernier à 30 km/h en agglomération sur toutes les voies ouvertes à la circulation, à l'exception des axes structurants. On aura la suite tout à l'heure. C'est drôle de se voir, je vous vois sourire devant moi. On va continuer ensemble donc, les plans 2023. Première chose, vous allez continuer à développer les voies vertes l'année prochaine, fin cette année. Absolument. Concernant les mobilités, notre action se situe à 2 niveaux. Premier niveau, l'immédiateté. Alors nous allons continuer à construire des voies vertes. Nous avons fini la voie verte de la route du Truc Vert, qui va du centre de l'espace sportif jusqu'au centre hippique. Nous allons faire une nouvelle voie verte à la montée du Canon, parce que cette montée est particulièrement accidentogène. Quand vous avez une famille avec le papa, la maman, la carriole derrière et le petit qui pédale, c'est extrêmement dangereux. Nous allons poursuivre à la Vigne. Nous allons essayer de rejoindre Piraillon à Grand Piquet. Bref, nous avons des projets immédiats. Et puis également, nous avons des projets qui s'inscrivent dans l'étude des mobilités que nous menons actuellement. Donc, si vous voulez, des projets immédiats et cette étude sur les mobilités. Cette étude, vous vouliez aussi nous parler de la COBA.
Coban, donc la communauté de communes du bassin d'Arcachon Nord, avec qui vous travaillez pour créer un réseau de transport? Alors, la compétence mobilité est confiée à la région, qui elle-même peut la dédier à la Coban. Donc il y a un plan de mobilité au niveau de la nouvelle région Aquitaine, et l'idée pour nous, c'est d'avoir des cars express de la métropole jusqu'à chez nous. Et puis la Coban intervient dans le plan de mobilité simplifié pour faire le lien entre cette mobilité régionale et nos villages. Et puis, troisième articulation, c'est entre la mobilité de la Coban et notre étude des mobilités, le stationnement, les voies vertes. Bien évidemment, ces trois études doivent s'articuler entre elles de façon à mieux circuler sur notre presqu'île et à mieux vivre ensemble. Très bien. Après la mobilité, on parle sécurité. C'est la suite du bilan avec Evelyne Dupuis. Mobilisation maximale due au risque incendie. Pas de répit pour la police municipale. 30 interventions par jour. Grande inquiétude, stress très important pour l'ensemble des agents dû aux incendies qui nous entourent. Les tapages nocturnes. La police municipale a réagi aux plaintes pour tapage nocturne et a inauguré cet été un nouveau dispositif de lutte anti-bruit, le sonomètre, arme fatale contre les nuisances sonores. Surveillance des plages. La ville de l'Escaféré a apporté une attention toute particulière au recrutement des sauveteurs aquatiques qui ont assuré la saison. 42 MNS et des CRS ont assuré la surveillance des 4 plages océanes du 11 juin au 11 septembre cette année. Ce que vous m'avez dit, monsieur le maire, c'est que pour vous, la sécurité, c'est la première des libertés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le crois. Je crois que la sécurité, notre sécurité collective, c'est la première de nos libertés. Et c'est la raison pour laquelle on a mis les moyens en termes de police municipale, puisque nous avons maintenant 15 agents de police municipale. L'été, nous passons à 30 ou 35 agents. Nous avons également 4 agents dédiés à la police nautique. Nous allons mettre en œuvre une brigade avec un maître chien l'été prochain. Et puis également, nous agrandissons le poste de police qui va être terminé avant l'été. Un mot sur la surveillance des plages. Nous avons déploré cette année, avant la saison, parce que nous avons eu des épisodes extrêmement beaux au mois d'avril et au mois de mai, nous avons déploré sur la commune 2 ou 3 noyés. Et ça, c'est dramatique. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler pour, dans les circonstances exceptionnelles, proposer à celles et ceux qui veulent se baigner une surveillance sur un poste des plages de la ville de l'Escaféré avant saison. En fonction de la météo. On verra ça au printemps prochain. Vous l'avez vu en ouverture de cette cérémonie, donc la première adjointe Laetitia Guignard est en charge des services de proximité. Et tout de suite, c'est l'heure de son premier bilan. Elle parlera avec Nathalie Hetz sur les marchés. On regarde. À l'heure de la digitalisation, la ville se mobilise pour accompagner nos administrés dans la transition numérique et leur simplifier la vie au quotidien. L'antenne France Service, qui a maintenant 1 an d'existence, rencontre un vif succès et s'est classée en 4e position pour la satisfaction des usagers. Nos équipes ont fait un travail formidable pour accompagner plus de 5500 personnes, leur dispenser des conseils de premier niveau sur l'ensemble des services de proximité qui sont proposés dans ce guichet unique. Notre nouveau service de carte d'identité nationale et de passeport fait aussi l'unanimité auprès de nos citoyens. Et nos services se mobilisent pour proposer des rendez-vous et s'adapter aux contraintes de délai de fabrication des titres. Enfin, notre agence postale du Cap-Ferré rend un fier service aussi à nos citoyens puisqu'elle permet de réaliser un certain nombre d'opérations courantes sans avoir à se déplacer sur le village de Claoué. Avec le soutien de la Coban, nous avons aussi renouvelé cette année l'expérience de la déchetterie temporaire des déchets verts et de ne pas se déplacer sur la déchetterie de Lège. Et nous avons aussi élargi les plages de mise à disposition au printemps et à l'automne. Au total,
c'est donc la ville qui se mobilise du nord au sud de la presqu'île pour apporter des services de qualité et de proximité à l'ensemble de notre population. Ensemble, vous m'avez dit que tout était dit dans cette vidéo. Le seul petit mot que vous vouliez ajouter, c'est sur les marchés. On va d'abord regarder la vidéo du marché. Il faut la faire repartir, on va la mettre juste après. Sinon, un petit mot, vous voulez rénover donc le marché du Cap Ferret en 2023. Oui, juste un mot pour dire quand même que la proximité est pour nous une valeur essentielle. Et la commune, c'est la première porte d'entrée entre les citoyens que nous sommes et les services publics. Et j'ai 2 maîtres mots en la matière, c'est proximité et simplicité. Le but, c'est de simplifier les démarches. On nous a parlé de choc de simplification, mais je voudrais qu'au niveau communal, nous soyons à même de valoriser ce choc de simplification. Très bien, donc on peut regarder maintenant la vidéo sur le dossier marché. En 2022, nous avons privilégié le commerce local avec l'extension des ouvertures de nos marchés. Sur le marché du Cap Ferret, nous ouvrons maintenant le dimanche. Sur le marché de Claouet, nous ouvrons de début mai jusqu'à fin septembre. De plus, cette année, nous avons fait des travaux d'embellissement et d'entretien sur le marché de Piraillan, qui est juste derrière nous. Nous avons pu aussi relancer les marchés nocturnes avec les commerçants. Et c'est un véritable succès. Nos 4 marchés municipaux sont avant tout des lieux de vie où on se retrouve, où il y a beaucoup de convivialité entre les commerçants et les habitants de la presqu'île. Ce matin, je ne me trompe pas, il y avait un marché qui s'installait tout près d'ici quand on est arrivé. On voit cette proximité qui vous tient à cœur dans les marchés. Absolument, nous avons 4 marchés sur la presqu'île, 2 permanents et 2 saisonniers. Et les marchés sont des locomotives. Ce sont des locomotives pour l'activité commerciale de notre commune. C'est la raison pour laquelle, après avoir rénové le marché de Piraillan, nous allons cette année, enfin 2023, rénover le marché du Cap Ferret. Très bien. Deuxième volet donc pour le bilan de Madame la Première Adjointe, la démocratie participative. On regarde tout de suite et on parle ensuite des nouveautés 2023 ensemble, Monsieur le maire. En 2022, la démocratie participative a enfin pu déployer ses ailes. Les comités consultatifs de village ont pu faire des propositions concrètes pour améliorer le cadre de vie, que ce soit en matière de végétalisation, de sécurité routière ou de mobilité. Ils se sont aussi impliqués dans des projets concrets qui ont contribué à renforcer le lien social et à animer le cœur de nos villages en dehors de la saison touristique. Le réservoir d'idées a quant à lui été impliqué sur des sujets structurants qui engagent l'avenir de notre territoire à très long terme, que ce soit l'audit mobilité ou la réflexion qui a été engagée sur l'avenir touristique de notre station balnéaire. Enfin, nous avons aussi partagé l'actualité des grands dossiers environnementaux et de protection du territoire avec le comité de suivi des associations. Le Conseil municipal des jeunes a lui aussi été impliqué tout au long de l'année sur des manifestations patriotiques et solidaires, ce qui a contribué à développer la culture citoyenne de nos jeunes. Et c'est donc au total plus d'une centaine de citoyens qui sont impliqués dans ces instances de participation citoyenne, qui découvrent la complexité de l'action municipale, qui mobilisent l'intelligence au service de l'intérêt général et qui s'impliquent aux côtés de la municipalité. Donc un grand merci. Un très bel engagement. On espère que c'est les futurs maires de votre commune. Cette politique publique, c'est aussi une nouvelle application mobile qui doit voir le jour en 2023. Alors c'est vrai que nous avons voulu, l'équipe et moi-même, instaurer de la démocratie participative. Pourquoi ? Tout simplement parce que je crois que le citoyen veut plus que la démocratie représentative. Et aujourd'hui, notre démocratie est en danger si nous n'ouvrons pas vers le citoyen nos institutions. Et on le voit dans le taux d'abstention, notamment des élections municipales, départementales, régionales ou européennes. C'est la raison pour laquelle nous travaillons. C'est difficile, c'est chronophage, mais c'est essentiel. C'est essentiel pour nous parce que
l'intelligence collective est toujours supérieure à l'intelligence individuelle. Merci beaucoup. On va finir avec la vie locale et le monde associatif, mais juste avant, on consacre un instant à l'épanouissement de toutes les générations, et elles sont là aujourd'hui devant nous. On va d'abord regarder le bilan de Marie Delmas-Guiraud de la petite enfance et du senior. Donc pour la petite enfance, un bilan très positif, puisque nous avons satisfait toutes les demandes de places en crèche. La semaine de la petite enfance a été un joli succès. On a eu des conférences, des ateliers, un spectacle superbe et 300 participants. Le CCAS, avec cette baisse du pouvoir d'achat, confirme son effet d'amortisseur social. L'épicerie sociale est ouverte toute l'année, bien sûr. Nous aidons nos jeunes dans les activités extrascolaires, qu'elles soient sportives ou culturelles. Donc en 2022, des coups de pouce supplémentaires, un chèque de 250 € pour les moins favorisés, pour qu'ils agrémentent leur fête de fin d'année, l'augmentation du bon énergie pour nos aînés retraités, qui passe à 200 €. Et donc rien de tout ça ne serait possible sans l'aide du comité d'entraide. Et il y a aussi bien sûr l'accompagnement de nos aînés, conserver leur autonomie, travailler leur mémoire, leur aisance corporelle. Nous leur faisons partager des ateliers, ce qui crée de jolis moments de lien social. Des très beaux moments. Vous vouliez revenir sur la question de la solidarité. Évidemment, l'inflation en 2022 a été très importante. Pour vous, la solidarité est importante ici? Élise, oui. Nous avons procédé à une étude sur les besoins sociaux. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y avait autant de pauvreté à l'Hcaféré qu'ailleurs. Et aujourd'hui, dans un contexte inflationniste extrêmement important, on voit une érosion du pouvoir d'achat. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le CCAS et le comité d'entraide. Le comité d'entraide, je salue Bruno Blanchy, son président, et tous les bénévoles qui contribuent à aider les plus faibles, les plus démunis, les plus défavorisés de notre presqu'île. Salue également certains partenaires commerciaux qui nous aident notamment dans l'approvisionnement de l'épicerie sociale. Alors c'est vrai, et Marie l'a signalé, ce sont des aides à la cantine, ce sont des bons d'énergie. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier celles et ceux qui sont les plus faibles, les plus démunis, et ne pas les laisser sur le bord du chemin. Très bien, on continue avec Blandine Collier pour nos jeunes, enfin vos jeunes. Regardez ce qui a été fait dans votre commune en 2022 pour les 3-18 ans. Le bien-être de nos enfants est une priorité et afin d'assurer leur confort dans nos écoles et de lutter contre la chaleur, des stores ont été posés dans les salles de classe. Des espaces ombragés, végétalisés, apaisés ont été aménagés dans les cours de récréation. Le sable de toutes les aires de jeu des écoles a été changé. Le soutien scolaire en ligne Prof Express, gratuit et illimité, a été mis en place du CP à la terminale. Pour nos cantines, afin d'améliorer la qualité des menus, nous travaillons en lien avec les parents d'élèves élus et nos équipes. Nos biodéchets sont recyclés toutes les semaines par une association bordelaise. Pour les accueils périscolaires et extrascolaires, et afin de permettre une meilleure visibilité des places disponibles dans ces accueils, une liste d'attente a été créée. Les locaux de l'accueil périscolaire de l'école élémentaire de Lège étant vétustes, le bâtiment a été détruit. Nous renforçons notre coopération avec le collège Jean Cocteau, avec qui nous menons des actions conjointes, notamment sur le harcèlement moral, et nous travaillons sur la future maison des jeunes. Donc justement, c'est les deux projets concrets pour 2023, l'accueil périscolaire et donc la première, alors maison des jeunes, maison des ados, elle n'a pas encore de nom, mais elle sera bien commencée en 2023. Tout à fait. Alors c'est vrai que nous construisons actuellement le nouvel accueil périscolaire à Lège, puisqu'il était très vétuste, comme l'a dit Blandine. Et là, la nouveauté, c'est la maison des jeunes ou la maison des ados. On travaille avec le collège sur le contenu, et le contenant va être réalisé. J'espère que la première pierre pourra être posée en fin d'année ou en tout début d'année prochaine. C'est très important.
C'est très important parce que je crois que autant pour la petite enfance, nous sommes extrêmement bien équipés. Pour les ados, il me semble qu'il y avait un manque. Et il est nécessaire de combler ce manque pour que les jeunes du conseil municipal des jeunes puissent s'épanouir dans cette maison des ados. Qui voudront les rejoindre. Pour les associations, il fait bon vivre à Lèche-Cap-Ferré. Votre élu revient sur tous les projets de 2022. Regardez Alain Pichedet. Les associations ont un rôle très important au niveau du tissu social sur notre commune. Pour les aider, ces associations et clubs sportifs, nous avons créé il y a quelques années maintenant le bureau des associations qui est là pour les aider au quotidien pour leurs petits et grands projets. Nous avons aussi amélioré les structures de notre commune puisque nous avons fait la réfection des cours de tennis, la création des nouveaux vestiaires du foot et ici au skatepark, le nouveau local qu'on a inauguré il y a quelques semaines et surtout ce mur anti-bruit qui permet maintenant de la bonne vie au quotidien des riverains et des skateurs. Nous avons bien sûr maintenant instauré le petit déjeuner des présidents, un moment d'échange convivial et de travail. L'événement maintenant de l'année, au premier dimanche de septembre, c'est le Forum des associations où on a battu le record d'affluence cette année, qui est vraiment le village des assos où toutes les assos peuvent prendre plein d'inscriptions et c'est vraiment la fête. Et cette année, l'événement du Téléthon XXL, quelques chiffres. Je vais commencer par les 200 bénévoles qui m'ont suivi, qui m'ont aidé à organiser cette journée. Bien sûr, tous les services de la mairie. 800 marcheurs entre Lège et le Cap Ferré. Et un magnifique concert de Pascal Obispo devant 2000 personnes par une température très fraîche, mais 1h30 de concert pour un moment magnifique de partage, de solidarité et de convivialité. Alain Pichedet. Excusez-moi, comme je vous ai vu tout à l'heure en vous appelant Alain, j'ai perdu mes moyens. Bravo pour ce Téléthon, c'était vraiment incroyable. On a fait des sujets à TV7, donc à la chaîne de télévision, pour le suivre parce que c'était très fort. Vous continuez à appeler les bénévoles en 2023 à s'engager? Alors c'est vrai que nous soutenons les associations. Elles créent le lien social de notre collectivité. Et aujourd'hui, nous manquons de bénévoles. Bénévole, étymologiquement, c'est vouloir du bien à l'autre. Alors, je fais un appel à tous. Ceux qui veulent donner du bien aux autres, venez étoffer nos associations. Nous manquons cruellement de bénévoles. On vous accueillera avec un immense plaisir. Et puis pour finir au chapitre de l'animation et de la culture, dernière petite vidéo bilan avant la clôture de cette cérémonie avec un autre Alain Bordelot. L'année 2022 a été enfin une année de retrouvailles et de joie après ces 2 années de Covid. Sur le plan des animations, nous avons pu dérouler notre programme tout au long de cette année. Et notamment, cet été, nous avons pu renouer avec les fêtes de village qui étaient tant attendues par tous nos administrés. Au cours de l'année, nous avons été présents autour des différents rendez-vous, au moment de Pâques, au moment d'Halloween, au moment de Noël, et le décor qui est derrière moi en atteste pour la joie de tous, des petits, des grands, des familles. Les grands rendez-vous culturels aussi ont pu être organisés, le mois de la danse, le Cap Ferret Music Festival, et nous avons même cette année développé un nouveau rendez-vous, le Festival de l'aventure et de la nature, dont c'était la première édition et que nous renouvellerons au cours de l'année 2023. Ce qu'il faut noter, c'est le dynamisme de nos écoles de musique et de danse, et nos élèves ont participé à différents événements de cette vie d'animation et de culture sur la commune. Et je remercie à cette occasion les professeurs et le directeur du CEAM, le Centre d'enseignement artistique municipal. Alors elle est présente juste derrière la vidéo, la patinoire. Que va-t-elle devenir? Je crois que tout le monde attend dans la salle de savoir si elle va rester en janvier ou pas.
Alors d'abord, on veut poursuivre nos événements culturels et nos animations, bien évidemment. Un mot aussi sur l'école de musique, parce que nos musiciens l'attendent. Et nous allons poser la première pierre au premier trimestre 2023 de notre nouvelle école de musique. Nous avons plus de 200 musiciens dans cette école de musique. Alors j'ai un petit faible, Élise, pour cette école de musique, parce que il y a 30 ans, quand j'étais adjoint de Robert Cazalet, à la culture et aux affaires scolaires. Je fais un aparté. Et j'ai eu la chance de créer cette école de musique il y a maintenant 31 ans, je pense. La nouvelle pierre, ça va être Alors important. maintenant, après avoir créé le contenu, créé un contenant, pour moi c'est un grand plaisir, une grande joie, et elle verra le jour début 2023. Et par la suite, nous allons poursuivre par l'école de danse, puisque nous avons à peu près 400 danseurs dans nos 2 écoles de danse, donc il faut là aussi pouvoir les accueillir. La patinoire, évidemment, la patinoire, tout le monde m'a demandé, tu continues ou tu arrêtes? Et nous avions pensé que ce serait la dernière fois que nous mettrions la patinoire en œuvre. Et nous avons laissé dans un endroit une petite boîte à idées pour dire qu'est-ce que vous pensez si nous supprimons la patinoire, parce qu'évidemment c'est très consommateur d'énergie, c'est énergivore. Si on supprime la patinoire, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les donner. Et à 99,9%, c'est on continue la patinoire. Donc, nous allons tirer un bilan énergétique de cette patinoire et nous allons mettre en balance le plaisir et la joie de Noël d'un côté et la consommation d'énergie de l'autre. Et puis, nous vous tiendrons au courant de la décision que nous prendrons, les élus et moi-même. Avant de passer aux huîtres, parce que je vois qu'elles sont presque installées, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les prochains rendez-vous festifs et culturels pour l'Èche-Cap-Ferré? Alors ce soir, celles et ceux qui veulent venir ici, à 18h, il y a le concert de Noël. Nous avons les hivernales à Claouet le 27 janvier et puis la Saint-Blaise le 4 février. Saint-Blaise étant le saint patron du bourg de Lège et nous fêtons la Saint-Blaise dignement. Ça commence à 8h du matin avec des tripes et ça finit très tard le soir avec de la danse. Donc tout va bien. Saint-Blaise sera honoré comme il se doit. Ça me donne très envie. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu donc à toutes mes questions en amont, parce qu'on a travaillé ensemble et que j'ai compris comment tout fonctionnait, et pendant donc cette cérémonie. Merci donc à tous les services de la ville pour leur engagement et notamment d'avoir accepté d'avoir été filmés pour passer aujourd'hui par nos équipes. Longue vie au Cap-Ferré, à l'Èche-Cap-Ferré, pardon. Et puis je vais vous laisser conclure cette célébration et vous serez ensuite rejoints par les services et par le conseil municipal des jeunes pour la photo finale. Très bonne journée à tous et très belle année à tous. Merci Élise. Merci Élise pour ce moment d'échange. Je voudrais, avant de conclure, saluer les élus, saluer leur engagement et remercier la famille et les conjoints et conjointes de nos élus. Parce que, mesdames et messieurs, être élu, peut-être que je suis trop exigeant avec mes élus, mais c'est beaucoup d'investissement personnel. C'est beaucoup de temps passé dans les réunions et à la mairie, au lieu d'être au bord de la cheminée ou à boire l'apéro avec sa famille. Alors merci aux familles de mes élus pour la compréhension qu'ils ont du travail de leurs conjoints. Et puis, je les appelle à monter sur scène et je voudrais dire un salut très amical à l'ensemble des services qui ont permis la réalisation de cette journée. J'invite pour la conclusion les élus, les grands et les moins grands, à venir me rejoindre sur scène.
Bien, mesdames et messieurs, cette cérémonie touche à sa fin. Madame la première adjointe, ma chère Laetitia, merci pour tes bons vœux. Ils me vont droit au cœur. Et comme la majorité des femmes et des hommes qui nous entourent, tu es élue pour la première fois. Et tu exerces ce mandat avec engagement, ténacité et beaucoup de talent. Et en mon absence pour raison de santé l'année dernière, c'est vrai que ça n'était pas prévu, tu as parfaitement pris le relais. Et je voudrais te dire un grand merci et un grand bravo. Et à mon tour, je t'adresse mes meilleurs vœux à partager avec ton mari. J'adresse également tous mes vœux les plus chaleureux à l'ensemble des élus, adjointes, adjoints, conseillères municipales et conseillers municipaux. Vous êtes des femmes et des hommes de caractère. Ce n'est pas toujours facile, je vous le dis. De caractère et de conviction. Mais ce qui nous lie, c'est notre amour commun de la presqu'île et de Lège-Cap-Ferré. Alors, être élu de la République, certes, c'est un honneur, mais c'est aussi une lourde charge qui est difficile à exercer. Mais sachez, mes chers collègues, que je suis fier de servir notre commune, votre commune, à vos côtés. Alors c'est vrai que nous avons la chance de vivre ici, à Lège-Cap-Ferré. Beaucoup nous envient. C'est un territoire beau, mais c'est un territoire fragile. Et la magie de nos paysages ne doit pas effacer les difficultés de certains. Et j'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles. Les malades, ceux qui souffrent de solitude ou ceux qui viennent de perdre un être cher. Oui, mesdames et messieurs, l'horizon de ce début 2023 est chargé de nuages. Oui, nos ressources naturelles et financières sont limitées. Et il est vital d'y faire très attention. Mais nos animations, nos fêtes, et encore, il y a quelques jours, nos fêtes de Noël, notre village, nous ont montré à quel point il faisait bon vivre à Lège-Cap-Ferré, à quel point nous avions envie et besoin d'être ensemble. Et sur la presqu'île, ce lien social est notre force, et vous pouvez compter sur nous pour le défendre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle, très joyeuse, très épanouissante année 2023. Bonne année et vive Lège-Cap-Ferré! Voilà, je vous invite à partager un moment de convivialité autour du buffet. Et pour reprendre les mots de Michel, les huîtres sans modération, le vin avec modération. Merci de votre présence. Bonne journée et bonne année à tous.